Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc je vais maintenant vous donner une liste des principales propriétés des trous noirs en donnant quelques explications. Alors on reviendra sur certaines de ces propriétés un peu après, mais ici on va essayer d'être exhaustif au moins sur les principales propriétés et tout ça n'est pas directement visible d'ailleurs sur le diagramme de Penrose, donc c'est particulièrement important de le savoir. Alors d'abord, supposons que une source de lumière soit située près du trou noir, mais à l'extérieur de l'horizon des événements, et émette cette lumière vers l'extérieur, vers nous. Dans ce cas-là, la lumière émise subit un fort décalage vers le rouge. C'est-à-dire que si la couleur est bleue, elle va dériver vers le rouge et même vers les ondes radio. Et c'est-à-dire que sa longueur d'onde augmente à fur et à mesure que la lumière s'éloigne du trou noir et l'énergie transmise par cette lumière diminue. En fait, ceci est une simple conséquence de la conservation d'énergie. C'est comme une pierre que l'on jette en l'air. Avec l'attraction gravitationnelle, la pierre ralentit progressivement à fur et à mesure qu'elle monte. Et elle perd ainsi de l'énergie cinétique. C'est la même chose pour la lumière, si ce n'est que la vitesse de la lumière, elle est toujours la même. Donc la lumière ne ralentit pas, mais elle voit par contre son énergie diminuer, et donc sa longueur d'onde augmenter. Et notons que ce phénomène est tout à fait observable. Par exemple, avec le Soleil, ou avec les étoiles, quand on observe leur spectre, le spectre que nous avons vu des étoiles, celui-ci est légèrement décalé en direction du rouge. Donc des grandes longueurs d'onde. Si ce n'est que, et c'est tout à fait observable et mesurable, si ce n'est que pour des trous noirs, le phénomène est extrêmement fort. Et d'ailleurs, il tend vers l'infini quand on approche de l'horizon. Donc plus la source lumineuse approche l'horizon, et plus ce décalage est important, jusqu'à devenir infini, extrême, quand la source touche l'horizon. Alors, on parle aussi du nom de trou noir, mais est-ce correct? Est-ce un nom qui convient? C'est pas rare en physique d'avoir des noms qui sont plutôt trompeurs. Je vous ai parlé des corps noirs, et le Soleil, qui est tout sauf noir, mais qui est un très bon corps noir. Mais le trou noir, en fait, là, oui, c'est un très bon nom. D'une part, un objet qui traverse l'horizon et pénètre dans le trou noir ne peut plus en sortir, puisque rien ne peut passer l'horizon dans l'autre sens. C'est sans retour, un peu comme des objets qui tomberaient dans un trou. Ensuite, supposons une source lumineuse qui tombe vers le trou noir, par exemple une matière très chaude qui mettrait du rayonnement. À ce moment-là, non seulement sa longueur d'onde s'étend, à fur et à mesure qu'il s'approche de l'horizon, et son énergie diminue, mais en plus, il franchit l'horizon assez vite. Si l'objet transporte une horloge, disons qu'il part on va prendre un trou noir avec un rayon de 10 km, supposons qu'il part à 15 km du centre, donc à 5 km de l'horizon, il ne faut qu'une fraction de seconde pour qu'il franchisse l'horizon. Ça va très vite, la chute libre est très rapide, parce que la gravité est très forte. Et donc il émet une quantité d'énergie finie, qui en plus, pour un observateur extérieur, cette énergie chute très rapidement. Et donc, en très très peu de temps, l'objet disparaît. On ne reçoit plus de lumière, plus d'énergie, plus de photons, plus rien. Et donc, c'est vrai aussi bien d'un objet qui tombe dedans que du cœur de l'étoile qui s'effondre et qui forme le trou noir. Donc, un trou noir est vraiment très noir. Il suffit d'une fraction de seconde pour que toute lumière disparaisse. Considérons maintenant un signal émis près de l'horizon vers l'extérieur. Par exemple, avec une radio ou une horloge qui émettrait des tics, tic, tic, tic toutes les secondes, par exemple, et on verrait ça par un signal lumineux ou une onde radio. À ce moment-là, pour celui qui est à l'extérieur et qui capte ce signal, au fur et à mesure que l'objet se rapproche de l'horizon, ces tics s'espacent. Ils sont tic,
tic, tic, puis après ça prend des minutes, puis des heures, des années, et ça devient éternel, infini, quand l'objet atteint l'horizon. À supposer que si on pouvait observer la chute de l'objet, alors en pratique c'est impossible, puisque je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, très vite toute lumière disparaît, donc très vite le trou noir est noir. Et donc on ne voit pas l'objet approcher très très près du trou noir. Mais à supposer qu'on arriverait à l'observer, on verrait l'objet de loin, on verrait l'objet se ralentir en approchant l'horizon et à se figer, littéralement, sans jamais vraiment le franchir. Notons que ce n'est qu'une apparence, nous reviendrons là-dessus. J'ai parlé ici du décalage vers le rouge de la lumière émise. Et ce phénomène ici s'appelle dilatation du temps gravitationnel. Les deux phénomènes sont en fait identiques. Parce que la lumière qui est émise, en s'éloignant, voit sa longueur d'onde augmenter par perte d'énergie, ce qui revient à dire que sa fréquence diminue. Donc si c'est un signal toutes les secondes, sa fréquence augmente, enfin la fréquence diminue, donc la période entre chaque tic augmente. C'est le même phénomène. À nouveau, ce phénomène est observé. Par exemple, les GPS, qui sont dans l'espace, sont équipés d'horloges, donc les satellites GPS, bien sûr, pas les GPS dans les voitures, les satellites GPS sont équipés d'horloges atomiques très précises, et comme elles sont plus loin de la Terre, dans un champ gravitationnel plus faible, leurs horloges vont plus vite que les horloges au sol. Et ce phénomène introduit un décalage qui est corrigé. Donc, c'est observé pour être à nouveau extrême avec les trous noirs. Il y a aussi un phénomène de contraction des longueurs. Alors, on peut facilement le voir. Supposons qu'on a notre trou noir, son horizon, et un objet s'en approche. Comme je vous l'ai dit, de notre point de vue, je dis bien de notre point de vue, cet objet ralentit de plus en plus sans jamais franchir l'horizon. Ça veut dire que la partie avant ici va quasiment se stopper, alors que celle-là avance encore un peu. Puis celle-ci va encore avancer un tout petit peu, celle-ci ralentir, mais plus avancer. Et donc forcément, l'objet va s'aplatir. C'est un phénomène de contraction des longueurs, tout à fait banal aussi en relativité, qui est conjoint avec la dilatation du temps. Mais notons qu'il s'agit d'un effet de perspective. L'objet n'est pas écrasé. C'est un pur effet d'observation à distance. Une perspective relative, d'où le terme de relativité. Ensuite, il y a un autre phénomène important. Ce sont les forces de marée. Alors, les forces de marée, on les connaît sur Terre. Il y a des marées. Elles sont dues au fait que la gravité varie avec la distance. Pour prendre un exemple, si j'approche d'un trou noir, en plongeant les pieds vers le trou noir, mes pieds sont plus proches du trou noir, ils seront attirés plus fort que ma tête. Et donc, je vais subir un étirement. C'est ce qu'on appelle les forces de marée. Ce phénomène existe bien sûr sur Terre. La Lune exerce des forces de marée sur la Terre. À nouveau, même phénomène. Si la Lune est là, en chaque point du globe, l'attraction est plus forte d'un côté que de l'autre. D'où un étirement. Les forces de marée sont en général relativement faibles. Elles varient comme le cube de la distance. Si vous êtes 2 fois plus loin d'un corps, les forces de marée sont 8 fois plus faibles. Donc, ça diminue plus vite que la gravité. En quelque sorte, la gravité diminue, mais la variation de la gravité diminue encore plus vite. Et les effets sont tels que, sur Terre, les effets des forces de marée de la Lune sont insensibles sur un corps humain. Nous ne sentons rien quand la Lune passe au-dessus, nouvelle Lune, pleine Lune, on ne se sent pas étiré par les forces de marée. Par contre,
Pour des objets très grands, puisque ça varie avec le cube de la distance, pour des objets trop grands, la taille de la Terre, l'effet est notable. Ça agit aussi bien sur les roches que sur les liquides, mais les liquides, l'eau, pouvant bouger facilement, ça a un effet sur les océans, d'où les marées observées, bien sûr, sur les plages. Pour un trou noir, les forces de marée sont beaucoup plus grandes. En fait, comme ça varie avec le cube de la distance, plus un trou noir est gros, et plus les forces de marée sont faibles. Ça paraît étonnant, mais sa taille varie comme sa masse. Donc, 10 fois plus massif, 10 fois plus grand. Oui, mais 10 fois plus grand, force de marée, 1000 fois plus faible. Donc, comme si les forces de marée sont 10 fois plus importantes à cause de la masse 10 fois plus grande, mais comme ça, c'est 1000 fois plus faible, ça fait un effet net 100 fois plus faible. Et donc, les forces de marée sont faibles pour les gros trous noirs. Ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs, qui pèsent plusieurs centaines de millions ou milliards de fois la masse du Soleil, comme le gros trou noir qui est au centre de notre galaxie, parfois appelé gentiment Gargantua. Près de l'horizon de ce gros trou noir, les forces de marée sont relativement faibles. Elles seraient à peine sensibles pour un être humain. Par contre, pour un trou noir stellaire, c'est-à-dire dont la masse ne fait que quelques masses solaires, à ce moment-là, près de l'horizon, les forces de marée sont colossales, énormes, à tel point qu'elles sont mortelles. Si vous approchiez d'un tel trou noir, un trou noir stellaire, avant même d'atteindre l'horizon, vous seriez étiré et complètement déchiqueté. Notez que j'avais parlé de la contraction des longueurs, qui est un effet de perspective, puisqu'en réalité, à cause des forces de marée, ce qu'on subit est un étirement. Et là, c'est bien physique, ce n'est pas un effet de perspective, on serait tué. Toute matière serait détruite. Et les forces de marée, puisque la matière du trou noir tombe vers le centre, l'intérieur du trou noir étant essentiellement du vide, plus on s'approche, et plus on approche de cette matière très dense, et plus les forces de marée augmentent, comme le cube de la distance. Et donc, quand on approche du centre, ces forces de marée deviennent incommensurablement fortes, et finissent par tout détruire. Toute matière est détruite, les électrons sont arrachés aux atomes, hein, donc c'est des phénomènes de force absolument phénoménal. Et notons aussi que l'horizon, de ce point de vue-là, n'a pas de statut spécial. Au fur et à mesure qu'on s'approche du trou noir, qu'on pénètre et qu'on va vers le centre, les forces de marée augmentent de manière continue, de plus en plus forte, jusqu'à devenir colossales près du centre, mais il n'y a pas de variation brusque au niveau de l'horizon. Ce qui serait un peu dommageable pour un voyageur qui approcherait d'un tel trou noir, ou disons d'un trou noir supermassif, parce que les forces de marée sont faibles près de l'horizon, il ne les sentirait pas, et il y a fort à parier qu'il ne se rendrait même pas compte qu'il traverse l'horizon. Malheureusement, une fois traversé, il n'a plus qu'un seul chemin, c'est le centre et la mort. La surface de l'horizon est proportionnelle à la masse, en fait proportionnelle au carré de la masse. Donc, trou noir 10 fois plus gros, surface de l'horizon 100 fois plus grande. Et comme toute matière qui tombe dedans, on n'en sort pas, la masse d'un trou noir ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et donc, sa surface ne peut qu'augmenter. C'est même un théorème en relativité générale. On peut le démontrer rigoureusement. Sauf effet quantique. Nous en reparlerons. Relativité générale classique, non pas quantique. Un autre théorème important concernant les trous noirs concerne les caractéristiques qui les définissent. En fait, il n'y a que 3 caractéristiques. Bien sûr, il y a sa position, des choses comme ça, mais les caractéristiques intrinsèques du trou noir, il n'y en a que 3. C'est très peu. 3 et rien que 3. Sa masse, ce qui donne sa taille, sa surface, etc., surface de l'horizon, sa charge électrique et sa rotation. Et c'est tout. Et c'est démontrable. On dit parfois que les trous noirs n'ont pas de cheveux. C'est-à-dire, ils sont lisses, ont très peu de détails, seulement 3 caractéristiques qui les définissent.
Et le théorème qu'il démontre s'appelle même théorème de calvitie, donc un peu d'humour. On peut se poser une question concernant les trous noirs. Si tout rentre dans un trou noir mais que rien n'en sort, comment le trou noir fait-il pour exercer ses forces de gravité? Comment sortent-elles du trou noir? Pire encore, on a parlé de rotation. Ben, c'est du vide autour du trou noir. Et l'intérieur du trou noir, c'est essentiellement du vide. L'horizon, c'est essentiellement une limite géométrique dans l'espace-temps. Et donc, qu'est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui est en rotation? En fait, ce qui est la force gravitationnelle et la rotation sont comme imprimés dans le champ gravitationnel à l'extérieur du trou noir. Effectivement, rien n'en sort. C'est l'extérieur, le champ gravitationnel extérieur qui exerce cette gravité et cette rotation. Quelque chose qui pénétrerait dans cette zone d'un trou noir en rotation serait entraîné par l'espace-temps, nous en reparlerons. Ce pouvait dire le champ gravitationnel ou l'espace-temps. C'est la forme de l'espace-temps à l'extérieur du trou noir qui donne les effets gravitationnels et les effets de rotation. En fait, ce champ gravitationnel, cet espace-temps, c'est exactement celui de l'étoile qui s'est effondrée. En fait, on l'a dit, cette supernova, elle explose, le cœur s'effondre, et il va former un trou noir parce qu'il est trop gros. Juste avant de former le trou noir, c'est-à-dire juste avant que n'apparaisse l'horizon des événements, quand le cœur est encore un petit peu plus grand, le champ gravitationnel, l'espace-temps autour, est exactement celui du trou noir. Et dès que l'horizon se forme, le cœur passe sous l'horizon, disparaît à jamais, et l'espace-temps autour, le champ gravitationnel, reste figé, tel quel. Il décrit la masse qui a formé le trou noir et rien d'autre. D'abord, si la matière continue à tomber dedans, ça l'affecte aussi. Et rappelons-nous qu'on a dit qu'avec l'horizon, il y avait une dilatation du temps quand on s'en approche, et une source qui émet un signal près de l'horizon, de l'extérieur, est très ralentie, et plus elle s'approche de l'horizon, plus elle est lente. C'est un effet un peu analogue, on peut le voir comme ça. On peut dire que le champ gravitationnel autour du trou noir, au moment où il se forme, ce champ gravitationnel est gelé, figé. On parle aussi parfois de champ gravitationnel fossile, celui de l'étoile qui l'a formé. Ce n'est que si dans la matière arrive, plus loin que l'horizon, la dilatation du temps n'est pas infinie, ça peut perturber le champ gravitationnel qui s'ajuste à la nouvelle matière qui tombe dedans. Voilà, pour l'essentiel des propriétés assez étonnantes des trous noirs. Retenez bien ces effets, nous en reparlerons. Et dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un point qui est parfois discuté. On lit parfois ça, notamment sur des forums. On va analyser certaines objections à l'existence des trous noirs. Et donc, nous allons poser la question, les trous noirs existent-ils vraiment? Nous verrons cela. Merci.